Captain Max, lancement du processus d'enregistrement. Go ninja, go ninja, go. La loi, c'est moi. Et l'ordre. Vous me prenez pour un singe ou quoi? J'avais votre accent. J'éviterai de l'employer. Hey, salut à tous, c'est Max et bienvenue dans le 17e numéro du Podmax Comics. Les mots-clés de l'épisode d'aujourd'hui seront chasse, survie et dualité humaine. On va commencer avec Predator, le jour du chasseur par Marvel, puis on va enchaîner avec le classique Kamandi de Jack Kirby. Ensuite, on continuera notre route direction les années 80 avec Foot Truck War, puis on prendra notre petite dose mensuelle de Tortue Ninja, pour finir avec une ambiance bien plus sombre avec du Jekyll and Hyde, pour commencer à vous mettre dans l'esprit d'Halloween avant l'épisode spécial du podcast qui arrivera d'ici quelques jours. Mais juste avant de commencer, je veux juste vous informer de la bonne nouvelle. Le Discord du Podmax Comics est enfin ouvert. Si vous avez envie de discuter avec moi, de me poser des questions dans le salon FAQ, de suivre ou de participer au salon où vous êtes le héros, de parler comics avec d'autres lecteurs, eh bien rejoignez-nous, on vous y attend avec plaisir, le lien est dans la description. Merci à vous, et maintenant je vous laisse avec l'épisode du jour. Après avoir lu les comics Alien de chez Marvel, qui m'ont beaucoup plu, alors que je ne suis pas spécialement fan de cet univers, j'ai donc sauté aussitôt pour lire Predator Volume 1, Le jour du chasseur, par Ed Brisson, avec Kev Walker au dessin. Il fut publié aux USA entre août 2022 et janvier 2023, pour une parution en VF chez Panini en août 2023. Mais si j'insiste sur les dates, c'est parce qu'il y a une affaire importante autour de tout ça. Quand Disney récupère les droits de la 20th Century Fox en 2019, ils ne tardent pas à faire bosser leur filiale Marvel pour produire des comics Alien et Predator, afin de sortir les deux séries en même temps. Sauf que si le premier Alien du nom de Bloodline fut publié rapidement, dès mars 2021, ce ne fut pas aussi facile pour Predator. Puisqu'en 2021, Jim et John Thomas ont décidé de revendiquer leurs droits sur la licence, puisque les deux frères Thomas étaient les scénaristes originels du film Hunter, qui deviendra par la suite le fameux Predator, produit par la Fox et réalisé par John McTiernan. Et pour ça, ils font appel à la loi américaine du nom de Termination Right. Cette dernière permet aux créateurs de reprendre le contrôle d'une œuvre cédée 35 ans après la signature du contrat, et ce, malgré toute clause contraire. Et dommage pour Mickey, car c'est une mesure essentielle pour protéger l'héritage financier et créatif de l'auteur et de ses descendants. Et vu que leur scénario avait été vendu en 1986, ils avaient tout à fait droit de faire leur demande, et c'est ce qu'ils ont fait. Pendant plusieurs mois, la situation est donc restée bloquée dans un procès à l'enjeu symbolique, la propriété intellectuelle face à l'industrie. Mais les deux scénaristes ont fini par accepter un accord à l'amiable. En gros, ils ont reçu un gros chèque de la petite souris. Mais du coup, qu'est-ce que ça raconte, ce Day of the Hunter? Eh bien, c'est le moment de lire le résumé de la 4e de couverture. En expédition scientifique sur une planète inconnue, la petite Theta, ses parents et leur équipage sont attaqués par un extraterrestre impitoyable, armé jusqu'aux dents et doté d'incroyables facultés de camouflage. La fillette est alors témoin du massacre de son père et de sa mère. Avant de succomber à ses blessures, la mère de Theta parvient toutefois à blesser la créature en lui coupant une mandibule. Avec l'aide de Sandy, l'IA du vaisseau, Theta réussit à s'enfuir. Mais ce jour-là, et en même temps que ses parents, elle perd son enfance et son innocence. Bien des années plus tard, mue par une inextinguible soif de vengeance, Theta sillonne l'espace sans relâche à la poursuite du prédateur mutilé. Mais dans cette chasse mortelle, les rôles de proie et de prédateur semblent constamment s'inverser. Et là, le problème avec ce résumé, c'est que j'ai déjà l'impression de vous en avoir trop dit. Car même si c'est simplement le résumé des 8 premières pages sur plus de 140, eh bien presque tout est dit. Quand je me plonge dans l'univers de Predator, que ce soit au cinéma ou dans les comics, je ne m'attends pas à une horreur pure. On n'est pas dans du Alien, mais plutôt à un récit sauvage, centré sur la traque et la survie. J'apprécie particulièrement ce face-à-face entre l'homme, très fragile, et la bête, comme dans les deux premiers films, où l'action se déroule respectivement dans la jungle forestière pour l'un et urbaine pour l'autre. Et ce jour du chasseur décide de ne pas rester sur Terre, avec un récit beaucoup plus proche de la science-fiction que du thriller et de la survie, puisque cela se déroule dans le futur, contrairement à ce dont on est habitué, surtout avec le dernier film Prey, qui se déroule au contraire au XVIIIe siècle, je crois. Du coup, oubliez la jungle moite et les quartiers délabrés. Ici, quasiment tout se déroule dans l'espace, à bord de vaisseaux, de colonies spatiales, avec des armures de combat, des armes futuristes surpuissantes, etc. Et c'est pour cette raison que Theta devient à son tour le chasseur, puisqu'elle est préparée et équipée, et du moins bien plus que Dutch, Mike Harrigan ou Naru.
Et c'est une vraie prise de risque, et ça tente d'apporter quelque chose de nouveau. Et on ne peut pas en vouloir aux scénaristes de ce côté, mais pour moi, on y perd pas mal en échange. Le côté survie primitif me manque. Ce côté science-fiction et inversion des rôles n'est pas assez fort sur le long terme pour rendre le comics mémorable. C'est sympa à lire, et je ne me suis pas ennuyé une seule seconde lors de la lecture, mais je pense que pour ce que ça raconte, une histoire en 2 ou 3 chapitres aurait pu suffire. Ou alors, il aurait fallu apporter plus d'éléments, de personnages ou d'enjeux, simplement. Du côté du dessin, c'est comme pour le 3e tome d'Alien. C'est trop propre, trop cartoon, pas assez brut et sombre pour un comics de ce genre. Et avec ce côté futuriste et se déroulant souvent dans la neige, le comics devient une œuvre très lumineuse et très bleue, donc en totale opposition à ce que j'espérais à la base, avec des ruelles sombres ou des jungles denses. Pour conclure, je trouve que c'est un bon comics blockbuster, très divertissant et très accessible, avec de vraies tentatives de nouveautés, mais ce n'est pas le comics qu'il faut absolument lire. Mais le plus important, c'est que ça m'a donné envie de lire la suite, et j'espère qu'Ed Brisson va nous proposer une nouvelle histoire totalement indépendante et très différente de la première, à la manière de Phillips Kennedy Johnson avec ses 3 comics aliens. Mais on va tout de suite poursuivre avec une œuvre bien plus classique, avec encore une fois un humain poursuivi et chassé par des bêtes, avec Kamandi. S'il y a bien un comics qu'il faut lire si l'on est fan de la planète des singes et surtout du premier film, c'est bien le fameux Kamandi de Jack Kirby, démarré en 1972. Mais l'histoire du dernier garçon de la Terre commence en vérité quelques années plus tôt. En 1971, Carmine Infantino, l'éditeur en chef de chez DC Comics, tente de reprendre les droits de la planète des singes à l'éditeur Gold Key Comics, qui avait déjà sorti une adaptation du Secret de la planète des singes en 1970. Cependant, la 20th Century Fox, encore eux, était déjà en négociation avec l'éditeur concurrent, Marvel, avec qui ils signeront le contrat quelques mois plus tard, pour une série qui verra le jour en 1974, et dont j'ai déjà traité dans le Podmax Comics épisode 2. Tout de même bien déterminé à capitaliser sur les phénomènes mondiaux, Carmine confie donc la charge à Jack Kirby de créer une série de science-fiction post-apo mettant en scène des animaux intelligents. Et si possible, même d'ajouter une statue de la liberté dans la couverture, pour bien rappeler l'inspiration. Pour répondre à cette commande, Jack va réutiliser et remanier une vieille idée qu'il avait préparée en 1956 et qui n'avait jamais vu le jour. Il s'agissait d'un comics nommé Kamandi of the Cave, mettant en scène un garçon des cavernes. C'est ainsi qu'en octobre 1972, quelques semaines après la sortie cinéma de La Conquête de la planète des singes, que DC sort Kamandi, le dernier garçon de la Terre. Après une catastrophe naturelle en rapport avec des radiations, le monde fut dévasté et l'humanité a régressé à l'état sauvage, tandis que les animaux, eux, ont évolué pour devenir des êtres intelligents, bipèdes et dominant la planète. Cependant, quelques humains ont réussi à survivre, cachés dans un énorme bunker souterrain nommé Command D. Mais suite au décès de son grand-père, le dernier garçon est forcé de s'aventurer sur les terres désolées de ses ancêtres. Mais plus rien ne ressemble à ce qu'il a vu dans les livres. Le monde est totalement en ruine et les animaux sont en guerre pour les territoires. Et c'est vrai que le début de Kamandi The Last Boy on Earth est très accrocheur, grâce à son concept fort qui se réapproprie, celui de Pierre Boulle, à la sauce de Jack Kirby. Du moins, au début. Mais après avoir lu le premier des 2 tomes, avec ses 464 pages, un constat s'impose. La série Kamandi a vieilli, comme beaucoup de titres de cette époque. Et je pense notamment à des titres comme Swamp Thing, ou bien encore La planète des singes, publié par Marvel en 1974, justement. Très vite, les histoires souffrent d'un manque de direction et de continuité. Le fil rouge s'évapore très vite pour proposer des aventures formant une boucle. Avec Kamandi, c'est découverte d'un nouvel animal mutant, capture du garçon, évasion, et ça recommence ainsi de suite. Mais ce n'est pas vraiment la faute du scénariste, mais plutôt du format. Dans les années 70, les comics étaient conçus pour être lus de manière isolée. Les éditeurs craignaient qu'un nouveau lecteur achetant un numéro au hasard soit perdu. Et on retrouve ça encore aujourd'hui, avec la multiplication de micro et maxi-séries qui vont de 4 à 12 numéros, avant de retourner à un nouveau numéro 1, plutôt que de continuer avec de longues séries sur plusieurs dizaines, voire centaines de numéros. Et donc, malgré les efforts de Jack Kirby pour injecter de nouvelles idées à chaque boucle, et malgré le dynamisme incontestable de ses planches, cela n'aura pas suffi à compenser le problème d'écriture et l'esthétique datée de la série. Kamandi est donc un monument, certes, mais un monument dont la visite s'avère fastidieuse, et ce qui rappelle à quel point les standards de la narration et du dessin ont évolué depuis l'époque de Jack Kirby. C'est un classique peut-être, mais un classique qui mérite de rester dans les archives, justifiant ainsi le label DC Comics Archive, sous lequel il fut publié en français chez Urban Comics.
Mais on va maintenant continuer avec une BD récente qui se déroule dans les années 80, avec là encore un concept fort et innovant avec Food Truck War. Food Truck War, sous-titré Fuck the Wankers, est une bande dessinée parue le 17 septembre 2025 chez Oxymore Éditions. Et pour être tout à fait honnête avec vous, avant qu'ils ne me contactent pour m'envoyer leur BD, j'ignorais complètement l'existence de cette maison d'édition. L'ironie du sort a voulu que, quelques jours après ce premier contact, je tombe par hasard sur l'un de leurs titres, The Prism tome 2, avec sa superbe couverture brillante qui m'a attiré de loin. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu comme une impression de déjà-vu en reconnaissant le nom de l'éditeur. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, je ne suis pas du genre à mettre une BD sur un piédestal pour faire plaisir à l'éditeur. Si je n'ai pas aimé, je le dis, j'explique pourquoi, afin que chacun puisse se donner son avis. Et c'est pour cette raison que certains éditeurs me font la tête, à croire que la lettre D me porte malheur. Mais revenons au sujet. Au premier coup d'œil, je me suis fait une idée préconçue de cette BD. Je me suis dit, ça va être un Il faut flinguer Ramirez, avec un récit de vendeur de burgers qui se retrouve dans une histoire de gang et compagnie. Mais j'y étais pas du tout. Si, pendant les 10 premières pages, on a affaire au genre du thriller avec de la satire sociale se déroulant dans un New York réaliste des années 80, on découvre très rapidement un univers bien plus riche qui est en vérité un passé alternatif à mi-chemin entre Mad Max et Judge Dredd. En gros, une satire sociale entre thriller, uchronie et western urbain. Et j'ai adoré. Résumé, Ed Palmer était un des meilleurs traders de la Dark Rock Company de New York. Ambitieux, sûr de lui et prêt à tout pour l'argent, jusqu'au jour où son patron le sacrifie pour éviter un procès et le piège dans une magouille qui pourrait lui coûter la vie. Pour survivre, Ed décide de quitter le monde de la finance pour retourner dans le bas quartier, celui de son père décédé, un ancien fried sheriff. Dans cet univers, les fried sheriff sont des vendeurs de street food ayant obtenu une licence pour tuer, rien que ça. Chaque nuit, les camions à friture sortent les armes pour faire régner la loi dans les quartiers laissés à l'abandon, où, le soir, il ne reste plus que des junkies détruits par le zomb, une drogue qui les transforme en sorte de zombies. Héritant du food truck et de l'insigne de son paternel, notre héros va devoir repartir de zéro pour trouver une certaine humanité tout en essayant de sauver sa peau d'un complot plus gros que lui. À première vue, on pourrait croire que ça part dans tous les sens, que c'est complètement délirant. Et pourtant, je vous assure que c'est parfaitement maîtrisé. Chaque élément trouve sa place, tout semble cohérent et il est quasiment impossible de poser le livre avant de l'avoir terminé. Cette BD, qui semble ne pas se prendre au sérieux, est finalement bien plus intelligente qu'elle en a l'air. L'univers est riche et original, le ton outrancier mêle habilement action et narration, et les personnages sont à la fois marquants et attachants. J'espère vraiment qu'une suite verra le jour, car si l'histoire a bien une conclusion, la fin reste ouverte à de futurs récits dans cet univers fascinant, imaginé par le français Nicolas Jarry, magnifiquement illustré par l'italien Edoardo Odino et coloré par Laura Cerruti, que je crois être française. Si vous avez apprécié le travail de Nicolas Petrimo sur Il faut flinguer Ramirez, vous allez sûrement adorer les illustrations de Food Truck War. Et cette dernière n'a absolument rien à envier à son aîné, que ce soit au niveau du dessin, du concept, de l'écriture ou de l'univers. Je compte désormais suivre de près cet éditeur qui semble nous réserver de belles surprises. Sur leur Instagram, j'ai repéré Tamago Apocalypse, une histoire de dinosaures anthropomorphes, samouraïs et cow-boys qui m'évoque fortement l'incroyable Gaijin Salamander de Massimo Rossi. Et en parlant d'anthropomorphes armés jusqu'aux dents, on passe tout de suite au 7e et dernier volume du TMNT Classics intégral. Alors là, si vous suivez le podcast, vous allez certainement vous dire « Qu'est-ce qu'il se passe, Max? Tu nous parles du tome 7, alors que la dernière fois tu nous avais parlé du tome 2. Où sont les avis des tomes 3, 4, 5 et 6 ?» Eh bien, je ne les ai pas encore lus, mais promis, ça va se faire. Et si je me permets de vous parler de celui-ci, c'est parce que ce tome est en vérité un artbook pour les 40 ans d'anniversaire de nos tortues. Ces 176 pages contiennent des croquis, des couvertures originales, des variantes cover, des travaux de collaboration de Eastman et Laird avant les tortues, des contributions de grands artistes comme Simon Bisley ou encore Richard Corben, dont je vous ai largement parlé lors de mes 2 podcasts précédents, et plein de bonus comme ça. Et je suis habituellement pas du tout client de ce genre de bouquin, mais là, tortue oblige. Pour les fans, ce volume est un vrai régal pour les yeux, permettant d'apprécier le travail de Kevin Eastman et Peter Laird, ainsi que l'évolution graphique de leur création. J'ai d'ailleurs découvert que Kevin Eastman pouvait dessiner les tortues d'une toute autre manière de ce que j'ai toujours eu l'habitude de voir avec lui, avec un style moins brut et moins granuleux,
que celui qu'il utilise toujours pour les tortues. En même temps, les premiers comics Tortues Ninja étaient dessinés à deux mains, avec le style de Laird et de Eastman qui se mélangeaient pour ne former qu'un. Du coup, j'imagine qu'il a adapté un style spécialement pour les Teenage Mutant Ninja Turtles. En tout cas, je me suis surpris à rester admirer les pages bien plus longtemps que je ne le pensais, puisque même lors de mes lectures de comics, je fais parfois l'erreur, je l'avoue, de ne pas prendre assez de temps pour apprécier le travail des illustrateurs, en regardant simplement du coin de l'œil pendant que mon regard saute de bulle en bulle. Cependant, il faut avouer que cette approche contemplative a ses limites, et je trouve, en toute franchise, que le prix de 39,95€ est bien trop élevé pour un recueil purement visuel. C'est clair que ça s'adresse uniquement aux gros fans des Tortues Ninja. C'est un très bel objet pour les collectionneurs, un beau cadeau à faire pour Noël, mais absolument pas essentiel, même pour les lecteurs de Tortues, surtout si vous n'êtes pas un très gros fan d'art visuel. Mais maintenant que cette série classique est terminée, que celle de Waltz l'est également et que celle de Sophie le sera bientôt puisque l'après Campbell est déjà en cours de publication, j'espère vraiment que iComics va publier les autres séries TMNT qui n'ont jamais été éditées en France, ou très partiellement. Et il y a de quoi faire entre la série publiée chez Image entre 96 et 99 par Gary Carlson, celle de Mirage Studio de 2001 à 2014 par Peter Laird et Jim Lawson, la série de 2003 par Peter David chez Dreamwave Productions, et même la série Funky Pop TMNT s'il le souhaite. Je suis vraiment curieux de découvrir le reste de mon univers de comics préféré. Maintenant, on croise les doigts. Mais pour conclure cet épisode avec un peu d'horreur, on va parler de Jekyll and Hyde. Il y a quelque temps, j'ai publié une chronique du Podmax Comics consacrée à la créature de Mary Shelley, le monstre de Frankenstein. Dans la deuxième partie de l'émission, je vous avais présenté plusieurs adaptations en BD et comics, dont celle très fidèle de George Bess, ainsi que la réinterprétation de Marco Canavo, illustrée par Corrado Roy, et tous deux édités chez Glénat. J'ai également lu Dracula de Bess ainsi que celui de Canavo, mais je vous réserve tout ça pour une chronique spéciale sur le vampire de Bram Stoker. En attendant, je profite de la récente publication de Jekyll and Hyde par Marco Canavo et Corrado Roy, un récit écrit à l'origine en 1886 par Robert Louis Stevenson. Oui, le papa de l'île au trésor. Là encore, j'ai pour projet de vous parler de ce grand auteur et de son incroyable roman de pirate que je considère comme l'une des plus grandes histoires de fiction jamais écrites. Mais revenons à notre sujet. Vous le savez certainement, L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde est un classique de la littérature qui explore la dualité humaine. Le Dr Jekyll est un respectable scientifique qui cache en lui un alter ego violent, monstrueux et incontrôlable, Mr Hyde. Ce thème de la transformation humaine et de la lutte intérieure pour vaincre ses démons a directement inspiré plusieurs personnages de comics, dont un très populaire chez Marvel, le fameux Hulk. Mais chez DC aussi, la dualité humaine trouve son écho avec Double Face. Comme Jekyll, ils incarnent cette lutte entre le bien et le mal qui cohabitent en chaque individu, illustrant parfaitement comment la littérature classique a nourri l'imaginaire des comics modernes. D'ailleurs, le mythe sera revisité dans le comics d'Alan Moore, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, où Jekyll et Hyde apparaissent directement au sein d'un univers peuplé d'autres figures littéraires. Mais du coup, que vaut ce Jekyll and Hyde, le docteur et l'assassin ? Eh bien, j'imagine que c'est toujours difficile de revisiter un monument de la littérature sans tomber dans la redite. Et c'est précisément là que Marco Canavo impressionne. Plutôt que de simplement transporter le roman de Stevenson en images, il choisit de réécrire le mythe et de le détourner pour en explorer de nouvelles zones d'ombre. Ombre magnifiquement illustrées par Corrado Roy. Le résultat ? Une œuvre fascinante, sombre et violente, tout en ajoutant une nouvelle dimension dramatique, avec la présence de Jack l'Éventreur. Et je trouve que c'est vraiment une excellente idée, puisque l'œuvre de fiction et l'affaire mythique de Jack l'Éventreur se mélangent à la perfection. Les deux incarnent les peurs et obsessions de l'époque victorienne. Les deux se passent à Londres, et surtout, il y a une véritable anecdote qui les lie. Peu de temps après la sortie du roman L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde de Robert Louis Stevenson en 1886, l'acteur Richard Mansfield, qui avait acheté les droits, réalisa la première adaptation scénique. Il y incarnait le rôle du Dr Jekyll, et donc Hyde par la même occasion. Seulement, la pièce est encore jouée à Londres en août 1888, période qui marque le début des meurtres de Jack l'Éventreur. Et l'acteur était si convaincant dans son rôle de monstre qu'il a fini par effrayer les spectateurs, au point de devenir l'un des suspects principaux de cette affaire. Mansfield fut alors contraint d'arrêter la représentation de son spectacle.
Et vu que j'avais eu vent de cette information il y a quelques mois, lors de ma préparation d'une vidéo sur Robert Louis Stevenson, j'étais très content de découvrir le concept de cette BD. Une réécriture qui s'éloigne effectivement de l'original, mais avec sens et raison. On a même droit à une petite origin story d'Henry Jekyll. Aussi, il faut souligner que le nouvel angle choisi est d'ailleurs encore plus violent et plus charnel que celui de l'époque, ce qui est évidemment amplifié par le magnifique travail d'illustration de Canavoroy, particulièrement sombre et rappelant évidemment le cinéma expressionniste allemand des années 20. En bref, une œuvre que je vous conseille de dévorer comme un bonbon, surtout en cette période d'Halloween. Ok. Eh bien voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à laisser un petit like, 5 étoiles ou un commentaire pour permettre à cette émission de gagner un peu en visibilité. Aussi, si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez le faire sur Tipeee ou en passant par mes liens d'affiliation pour acheter vos comics. Les liens sont dans l'article Substack avec les couvertures, les planches et les pourcentages de satisfaction de mes lectures, ou bien simplement dans la description si vous m'écoutez sur YouTube. Sur ce, je vous dis encore merci et à très bientôt. T'es rien. Fin de l'enregistrement.